de culture classique, mais il n'en faisait pas étalage. Et il avait plutôt tendance à dissimuler ses connaissances, ses sources, etc. Bon. Alors attendez, parce que, excuse-moi Jean-Charles, non, je t'en prie. Mais figure-toi qu'on va parler de Daudet, des Daudet. On va parler de la langue française, parce que tu sais ou tu ne sais pas que chaque année à Radio Courtoisie, et on se passionne et on remet même un prix Daudet. Alors on ne sait pas lequel des Daudet, si c'est Alphonse ou Léon. Personne ne le saura jamais, c'est les deux en même temps en fait. Voilà, ça c'est le génie de Radio Courtoisie. Le 21 novembre, nous célébrerons le 16e anniversaire de Radio Courtoisie. Nous fêterons ensemble la langue française. Vendredi 21 novembre, si vous êtes adhérent de notre association, venez dîner avec nous à la Maison de la Mutualité. Nous élirons le lauréat du prix Daudet. Réservez dès maintenant en envoyant un chèque de 45 € par couvert à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Veuillez joindre une enveloppe timbrée et libellée pour recevoir vos billets d'entrée. Au vendredi 21 novembre à 20h à la Mutualité pour dîner ensemble et décerner le prix Daudet 2003, 16e anniversaire de Radio Courtoisie. Alors, je vais vous dire une chose, j'y serai pas, et vraiment, cette année, je n'y serai pas, je serai pour la première fois de ma vie devant les pyramides d'Égypte, et donc je n'y serai pas, mais je serai je serai, comment dirais-je, de très mauvaise foi en disant que je préférerais être à ce dîner plutôt qu'en Égypte, parce que mais véritablement, j'ai quand même un terrible regret. Et j'espère que vous allez tous me faire honte en étant très nombreux. Et il y a une chose qui me frappe, et c'est le fait qu'on réserve maintenant, on est obligé de réserver ça à nos adhérents, tellement il y a de gens. Alors, pour ceux qui soit vont voir les pyramides, soit vont dans des endroits sublimes, entre Bruges et Venise, enfin en Europe, et qui ne pourront pas y être, eh bien tout de même, précipitez-vous pour adhérer et pour, dans d'autres circonstances, pouvoir participer au prix Daudet. J'ai tort, il fallait pas dire ça. Il fallait pas qu'il y ait trop d'inscrits parce que non, il faut vraiment. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup. Si vous n'y allez pas, eh bien adhérez. D'ailleurs, je vais réadhérer dès ce soir une fois de plus à Radio Courtoisie. Et d'ailleurs, j'ai à nouveau une jeune adhérente qui nous fait le plaisir d'être parmi nous, puisqu'il s'agit d'Anne Brassier. Et elle ne pouvait pas, elle n'avait pas le droit de ne pas être là, puisqu'on parle de Robert Brasillac. C'est une jeune adhérente, j'ai 16 ans, puisque Radio Courtoisie a 16 ans. Ben tu vas pouvoir. Est-ce qu'il est vrai qu'en Belgique, on peut commencer à conduire une automobile à 16 ans? Il y avait des trucs comme ça, on me disait c'est un pays libre, c'est formidable. C'est peut-être un pays libre, mais 16 ans, ça me paraît un peu tôt, non? C'est aux États-Unis. Ça doit être 18 ans, comme en France. Voilà, bon. Je peux reprendre? Tu peux reprendre, bon. Jean-Charles. Non, je voulais dire juste une petite chose. On a été sur un plan strictement littéraire. Et on comparait, ce qui n'est pas comparable d'ailleurs, de moments, de vision des choses littéraires. On a d'un côté Céline, et moi je mets Céline dans cet ensemble européen qui démarre dans les années 1880, qui explose en Allemagne entre 1910 et 1930, c'est-à-dire le mouvement d'une sorte de désespoir, l'expressionnisme, etc., une littérature qui se détache de tout ce qui est, ou qui veut se détacher, qui n'y parvient jamais d'ailleurs tout à fait. Il suffit de prendre un poète qui est l'un des plus grands du siècle, qui est Gottfried Benn, qui brise tout et qui ne brise rien en réalité, qui reste attaché à cette tradition, à cette formidable culture. Et puis d'un autre côté, un garçon, et là Anne Brassier, je parle sous son ombre, un garçon qui est
un grand lecteur, qui dispose d'une armature intellectuelle traditionnelle, qui, écoutez, quoi de plus beau que son anthologie de la poésie grecque, qui est une merveille, qui est des traductions et des appréciations, des illuminations fantastiques, c'est-à-dire un homme qui vit parce qu'il en a le goût dans une tradition et qui n'est pas en rupture, comme l'est Céline. Nous avons, et ça c'est le siècle qui nous apporte ça, nous avons dans les mouvements littéraires, ceux qui sont du côté de la rupture et ceux qui sont du côté de la tradition. Et au fond, avec le recul que nous avons aujourd'hui, on les regarde tous les deux. Moi je suis autant... non, pas autant. Je préfère Gottfried Benn à Brasillac, c'est vrai. Mais je regarde finalement, avec mon âge, avec ma passion littéraire, eh bien, je dis que ce sont deux chemins qui se sont perpétués dans le siècle et que l'histoire leur donne raison à tous les deux. Ils ne sont pas... On ne peut pas les comparer. Sur le plan littéraire, je dis, sur le plan littéraire. Et à la limite... dans 50 ans, on verra si l'histoire... Alors justement, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un découplage total de la littérature et de la politique, et c'est un petit peu le questionnement qu'on va essayer de parcourir pendant les 3 heures de cette... Vous avez tout à fait raison, on ne peut pas comparer. Moi, j'ai envie d'employer une expression qui est très célinienne, c'est d'un désespoir l'autre. Ils ont 2 désespoirs, parce qu'ils sont tous les deux extrêmement lucides, mais leur réaction est complètement différente. L'un est un médecin, il sait ce que c'est qu'une plaie, il sait ce que c'est qu'une plaie purulente. L'autre est un intellectuel, est un écrivain, qui est habitué à la poésie grecque et latine. Puis c'est un type extrêmement lucide aussi. Ils ont donc 2 comportements complètement différents. Il se trouve que tout de même, l'un a merveilleusement compris l'autre. Je vous ai apporté le bulletin de l'association des amis de Robert Brasiliac. Et j'ai envie de vous lire le texte que... Je ne sais pas s'il est dans... C'est vous qui l'avez publié d'ailleurs, en avril 2003. Marc Leglou. C'est un prophète, il en a la transe, la puissance incantatoire, les illuminations, le souffle, la naïveté, l'intransigeance, les coquetteries, les imprécations, les attendrissements. Par-dessus tout, il remplit la fonction essentielle du prophète, qui n'est point tant de vaticiner quant au futur ou de bombiciner dans l'éternel, que de prendre la mesure de son temps, de lui donner son expression totale, de le pourvoir en quelque sorte d'une conscience. Donc Brasiliac le voit comme un prophète. Ça, c'est l'hommage de Brasiliac rendu aux Céline... À cette petite nuance, madame, que ce n'est qu'un prophète en chambre qui ne s'adresse qu'à des initiés à la littérature. Le prophète, le vrai. Et il en apparaît très peu par siècle. C'est un homme comme Luther, qui, à travers les imprécations, les accusations et les espérances qu'il lance à la face de la société, emporte l'adhésion de foules et d'hommes capables de tirer le fer, de tirer... Mais oui, madame, le prophète, c'est ça ou ça n'est rien. C'est celui qui met la société en mouvement par tous les moyens de la violence ou de la cruauté. Quand on n'a pas ça, finalement, en termes de prophétie, on n'a rien. Oui, enfin, dans le cas de Céline, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact, parce que les lecteurs de Céline, c'était pas des... Majoritairement à l'époque, quand Céline écrit Bagatelle, son lectorat, c'est pas vraiment, et en tout cas pas uniquement des intellectuels. Il est lu par un public très large, un public populaire très large, qui n'emporte pas l'adhésion, ça c'est une autre chose. Mais Céline a toujours tenu à avoir une grande audience. Il ne se voulait justement pas ni un intellectuel en chambre, ni un écrivain pour initier. Mais en tout cas, il y a quelque chose de commun dans ce que vous venez de dire, là, c'est que ils ont en commun un certain désespoir. Oui, ça c'est très juste. C'est sûr. Et ce désespoir s'exprime de façon totalement différente, puisque ce sont des êtres totalement différents. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'en effet, il ne répond pas à la définition du prophète. Le prophète, oui, parce que le prophète, il annonce en même temps. Oui, bon, l'affaire Brasiliac-Céline est déjà très compliquée. Madame, si on se met en plus les protestants dans le problème, la religion, madame, à partir du moment où vous essayez de me dire ce que j'expose est compliqué, je pourrais dire la conversation s'arrête là, parce que c'est le contraire d'un argument. C'est au maximum une intimidation. Non, j'essaye de cerner, de serrer. Essayez. Quand Brasiliac dit que Céline est un prophète, ça veut dire que il a vu
juste avant les autres. Et Brasillac, à un certain moment, vient à récipiscence lui-même, parce que lorsque paraît l'École des cadavres, par exemple, il en dit, il accueille le livre plutôt de manière négative. Oui. Et quelques années après, oui. Et puis il se dit non, alors là, Céline, il a tort, vraiment. Et puis quelques années après, il dit, non, là, je reconnais que je me suis trompé. Quelle année? C'est-à-dire que... Eh bien, en 38, l'École des cadavres paraît en 38. Avant 45. Et donc, oui. Céline était terriblement conscient que tout était foutu. Quoi, que vraiment. Non, mais attendez, la défaite était. Quelle est l'obsession célinienne? Pardonnez-moi, je ne veux pas définir. Il y a certainement des gens qui. Et vous êtes certainement plus à même. Mais quelle est l'obsession célinienne que je vois? C'est d'écrire. C'est d'écrire quelque chose. C'est un écrivain avant tout, et qui utilise une colère, mais c'est un écrivain. C'est pas autre chose qu'un écrivain. C'est un écrivain. On va pas en faire un prophète. On va pas en faire. Certainement pas. C'est un écrivain. Point Finalement, final. c'est un style. Ben voilà. D'ailleurs, c'est l'écrivain que n'aime pas Brasillac. Et Brasillac il est en rupture avec la littérature. Je trouve très intéressant le texte que vient de citer Anne Brassier. Quand est-ce que Brasillac s'intéresse à Céline? C'est dans deux périodes données, parce que tout de même, malgré son grand talent et son grand courage, il oscille devant une situation politique qu'il ne maîtrise pas totalement. Et je crois d'ailleurs que la grande leçon de tout ça, c'est que ces littéraires sont un peu fourvoyés dans la politique. Mais il rejoint Céline à un moment donné, puis s'en sépare un petit peu plus tard au moment de flûte. Il applaudit à Bagatelle, mais il n'aime pas l'École des cadavres, parce que la politique de l'École des cadavres est carrément pour l'alliance à chaud et à sable avec l'Allemagne, alors que à l'époque où sort l'École des cadavres, ils sont dans la ligne de Maurras, c'est-à-dire de préparer la guerre, voilà. Et puis ensuite, ils s'en rapprochent pour des raisons politiques. On peut pas dire que ça soit pour des raisons littéraires. Bagatelle et l'École des cadavres sont écrits un peu dans la même veine quand même. Oui, enfin, il y a des allers-retours chez Brasillac. C'est-à-dire, à un moment, il n'apprécie pas, et puis il apprécie. Il y a ce mouvement à la fois, du point de vue littéraire, le plus bel exemple, c'est Voyage au bout de la nuit, que d'abord il n'aime pas, et puis après il le porte au nu. Ça, c'est pas la question politique. Non, ça, c'est pas la question politique. Qui s'est trompé 10 ans avant. Et en ce qui concerne la politique, c'est la même chose. Lorsque paraît l'école, il y a une critique très réticente qui paraît dans Je suis partout, et puis après, dans Les 4 jeudis, il dit, non, et alors il y a cette chose assez extraordinaire, c'est que même en prison, je cite ça en exergue, c'est quelque chose qu'il écrit à Henri Poulain en janvier 45, il dit textuellement ceci: « Je ne sais plus si mon pays me fait mal, mais je suis bien sûr qu'il me dégoûte. » Bon, forcément, il dit ça étant emprisonné, on ne peut pas dire ces choses-là, les proclamer, mais c'est Bardamu. Donc Bardamu, évidemment, désigne Céline. C'est Bardamu qui avait raison comme tant de fois. Donc ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la veille même... d'être assassiné. Chaque fois, vous avez ce mouvement... C'est comme s'il avait essayé de résister à cette prophétie, à ces prévisions de Céline, que tout était foutu. On a l'impression que Brasillac, dont la nature est heureuse, dont la nature est optimiste, qui est un homme qui veut que les choses s'arrangent, qui n'est pas le salopard, le dénonciateur, le criminel, comme on le voit encore aujourd'hui, dénoncé. Je vous signale qu'on discute de Céline et de Brasillac, mais tous les 8 jours en ce moment dans les suppléments littéraires, on célèbre un livre qui est un livre plein d'erreurs, qui est le livre de Madame Kaplan sur le procès de Brasillac. Donc il faut bien centrer. On en parlera tout à l'heure. Personne n'est ici pour défendre Madame Kaplan. J'ai parcouru son livre, évidemment. Vous êtes aussi de mon avis. Madame, le fait d'être votre avis est certainement un grand privilège. Il se peut d'ailleurs que ce ne soit pas le cas. Mais enfin, dans ce cas, si vous le permettez, avec toute la galanterie qui s'impose, je ne serai pas totalement en désaccord avec vous. C'est parfait. Surtout sur ce sujet-là, parce que... il y a des erreurs dans le livre de Kaplan, il y a des erreurs en plus. Il y a des erreurs qu'on peut même appeler des mensonges. Et puis, qu'on peut même appeler des mensonges. Et puis, Philippe Dugue en a relevé d'ailleurs. Ceux qui voudraient en avoir le cœur net peuvent
peuvent acquérir le cahier des amis de Robert Brasillach. C'est un livre tout de même qui fait 380 pages. Je rappelle les procès de Moscou faisaient plus, madame. Les procès de Moscou faisaient davantage. Oui, mais le volume d'un livre n'est pas de la démonstration de la vérité qu'il contient. Non, mais je pense à ceux qui se sont satisfaits de lire les 200 pages, les 250 pages de Madame Kaplan et qui ne sont jamais allés voir ailleurs. Alors, ailleurs, permets-moi, Anne, de t'interrompre avec la grossièreté dans laquelle je m'enfonce. Mais ailleurs, je vais vous dire quand même, il y a d'abord un site internet qui est www.brasillach.com, ça c'est très simple. Ensuite, les ARB, les amis de Robert Brasillach, ont une case postale 3763 à 1211 Genève 3, 3763 à Genève. Le code postal, c'est 1211. Voilà. Et là, tu es en train de nous parler d'un numéro des cahiers des amis de Robert Brasillach, qui sont une revue assez superbe et qui en est au numéro 44-45, et ça s'appelle Le sang d'un poète. Excuse-moi de mon Non, c'était une très bonne interruption. C'était une excellente interruption.